Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Univers musical. Collection dirigée par Anne-Marie Green. La collection Univers musical est créée pour donner la parole à tous ceux qui produisent des études tant d'analyse que de synthèse concernant le domaine musical. Son ambition est de proposer un panorama de la recherche actuelle et de promouvoir une ouverture musicologique nécessaire pour maintenir en éveil la réflexion sur l'ensemble des faits musicaux contemporains ou historiquement marqués. Déjà paru. Michel Van Grevelinge, Profil Hardcore 2010. Michel YVZESBONNET, Jazz et complexité. Une compossible histoire du jazz 2010. Walter Zidaric, L'univers dramatique d'Amilcare Ponchielli 2010. Éric Tissier, Être compositeur, être compositrice en France au XXIe siècle 2009. Mathilde Ponce, Tony Poncet, ténor de l'opéra, Une voix, un destin 2009. Roland Guillon, L'Afrique dans le jazz des années 1950 et 1960 2009. H.C. Fantapié, Restituer une œuvre musicale 2009. Christian Tournel, Daniel Le Sur ou l'itinéraire d'un musicien du XXe siècle 1908 à 2002 2009. Franck Ferrati, La musique pour piano de Francis Poulenc ou Le temps de l'ambivalence 2009. Christophe Casagrande, L'énergétique musicale 2009. Françoise Royggerboud, La musique comme art total au XXe siècle 2009. Ziad Kridy, Takemitsu, À l'écoute de l'inaudible 2009. Roland Guillon, Le hard bop au cœur du jazz moderne de Chicago, Détroit, Pittsburgh, Philadelphie à New York 2008. Éric Humbert-Claude, Empreinte. Regard sur la création musicale 2008. Françoise Escale, Espaces sociaux, espaces musicaux 2008. Marcel Val, Lexique d'acoustique 2008. Jérémy Kroubodagni, Les origines du reggae, retour aux sources. Mento Ska Rocksteady, Early Reggae 2008. Remerciements. Merci à Serge Provost, pour le dialogue toujours orienté vers l'atteinte de la plus haute rigueur souplesse intellectuelle, ainsi que pour le souci jamais démenti de rendre justice aux œuvres et compositeurs étudiés. Merci au Conservatoire de musique de Montréal, d'offrir un cadre où la prise en charge de son identité artistique reste une valeur dominante. Merci à V pour son exigence de profondeur, son appui constant, sa confiance, ainsi que pour sa patience amoureuse. Merci à toute ma famille d'avoir cru en la valeur de mon travail, encore et toujours, et pour ce qui fait de chacun de nous des êtres uniques. Merci à Luigi Nono, réinventant la musique pour de nouvelles tectoniques de l'écoute. Avant-propos. Au confluent de l'histoire et de la philosophie, de la littérature, des arts et de la musique, Luigi Nono a su se forger une conscience élargie de son rôle de compositeur citoyen du monde. Né le 29 janvier 1924 à Venise, il meurt des suites d'un cancer le 8 mai 1990. Ayant voué sa vie à la réalisation d'une musique qu'il a ultimement projetée dans l'errance infinie du Wanderer, il nous laisse dans un émerveillement ému devant cette quête paradoxale de l'inachèvement. Le caractère politique de sa pratique des années 50 et 60 n'est plus à démontrer, Canto Sospeso, Intolleranza 1960, et il est fascinant de voir comment cet engagement militant s'est graduellement prolongé, au cours des 2 décennies suivantes, dans une intériorisation décisive de son expression musicale. Le quatuor à cordes Fragmente style Endiotima, 1979 à 1980, fut notre porte d'entrée dans ce nouvel univers empreint de silence et de solitude. En regard des aspects révolutionnaires de sa musique antérieure, cette introspection radicale surprend et donne à penser qu'elle résulterait peut-être d'une grande déception devant la chute des idéaux sur lesquels s'appuyaient les mouvements communistes. Une sorte de repli désenchanté sur un silence démissionnaire, une apologie du fragment comme culture en ruine. Or, l'attitude du compositeur qui se tourne vers le tragique de l'écoute apparaît plutôt comme une nouvelle urgence silencieuse, tout aussi impliquée et revendicatrice que l'extase révolutionnaire. À cet égard, il est frappant de voir comment cette forme d'isolement sonore nous invite à un surcroît d'attention, à une hypertrophie de notre sensibilité devant les infinies possibilités du réel,
exigeant une prise en charge existentielle de l'expérience musicale et par extension du monde. Environ 8 ans après le quatuor à cordes Fragment style Endiotima, Nono écrit Nos e caminos et que caminar. Tarkovsky, une œuvre commandée par le Suntory Center de Tokyo, nous sommes en 1987, seconde d'un cycle de 3 pièces de. Cette œuvre pour 7 chœurs instrumentaux constitue déjà la somme d'une expérience musicale fort singulière. Comme on peut le lire dans un texte de Paolo Petazzi, extrait du programme du Festival d'automne à Paris 1999 où la première exécution du cycle complet fut rendue. On retrouve dans les 3 œuvres certains traits significatifs de la pensée du compositeur dans les années 80. Tendance de plus en plus marquée à une intériorisation inquiète, à une progression fragmentaire, à une interrogation constante, à des étonnements sans réponse, à une tension visionnaire orientée vers une dimension toujours plus essentielle. Nono travaille sur le son et l'espace, pour une réévaluation radicale des relations possibles entre ces 2 dimensions. L'opéra Prométheo Tragedia dell'Accolto 3 est déjà derrière, 1984, et les pistes ouvertes par le quatuor à cordes sont largement approfondies. Nono dispose plus que jamais d'un langage musical qui permet à l'auditeur de vivre une expérience viscérale de l'écoute, et ainsi de parcourir un monde musical dont la relation à l'espace constitue l'un des fondements. Bien au fait des questions soulevées par la dramaturgie scénique au XXe siècle, Meyerhold, Brecht, que l'on en juge par ses réflexions sur le concept d'azione scenica, il semble que Nono se soit graduellement orienté vers la notion d'espace de la perception, tournant définitivement le dos à la conception traditionnelle d'espace de la représentation 4. À propos de la genèse du Prométheo, où l'enjeu prend la forme d'une tragédie de l'écoute, Luigi Manzione parle d'une attention soutenue au thème de l'espace, qui semble se conjuguer avec un vif intérêt pour l'écoute. En réaction à une idée d'espace comme forme pure, a priori, émerge l'intention de restituer l'espace même à la dimension de l'écoute. Il faut épurer donc l'œuvre de toute apparence figurative pour laisser affleurer l'invisible du son, selon Cacciari, dans sa plénitude. 5. Dans la foulée des penseurs de l'indicible, Jabez Celan, Lévinas, Wittgenstein, Nono contribue à la réflexion sur les logiques illusoires du langage en faisant de l'espace non pas le lieu d'une représentation, mais bien l'objet central d'une expérience musicale fondée sur un tragique inédit de la perception, l'écoute comme errance, dans l'esprit d'une sereine inquiétude pour l'autre. Situant le projet esthétique de Luigi Nono au cœur de toutes ces considérations, notre désir fut de produire une analyse qui réussirait à montrer comment ce tragique de l'écoute repose essentiellement sur une relecture radicale du concept d'espace musical. Quelque part entre espace qui sonne et espace du son, entre le son qui dévoile l'espace et l'écoute du phénomène sonore comme espace, la poétique musicale nonéenne se déploie comme un foisonnement infini de possibilités expérientielles, une multiplicité de chemins de l'écoute. Ainsi, notre recherche s'appuie sur l'idée que l'œuvre étudiée actualise non seulement la pensée du compositeur au plan des méthodes de composition, mais qu'elle en constitue également une application au plan de la perception, Nos e caminos. Andrei Tarkovsky incarne la pensée en cheminement de Luigi Nono, pensée qui investit et motive ses stratégies compositionnelles, tout en créant un ensemble de conditions permettant à l'auditeur de faire l'expérience de cette ouverture inédite des chemins de l'écoute. Dans un premier temps, une terminologie apte à catégoriser les matériaux et phénomènes sonores constituant l'œuvre sera développée en s'appuyant sur la matrice disciplinaire, un modèle théorique formulé par le musicologue français Antonio Lessis. Le grand intérêt de la méthode de Lay est de permettre une synthèse analytique se prolongeant dans une évaluation esthétique de l'œuvre, une contextualisation théorique et historique qui reste fondamentalement liée au cadre analytique même set. Notre approche se voudra donc une synthèse personnelle des méthodes du musicologue, en plus d'intégrer certains éléments des stratégies analytiques décrites par Stéphane Roy dans son ouvrage L'analyse des musiques électroacoustiques, modèle et proposition 8. Notre recours aux méthodes d'analyse des musiques électroacoustiques a été motivé, d'une part, par l'importance de leurs implications au plan des processus esthésiques, l'enjeu de la perception étant fondamental dans la musique de Nono, et d'autre part par le besoin de considérer la résultante purement sonore des procédés d'écriture du compositeur, faisant ainsi écho à son intérêt notable pour les techniques de la live électronique et du travail en studio.
Nous voudrions préciser que nous n'avons pas articulé systématiquement notre analyse sur une division étanche des niveaux neutres, poétiques et esthésiques établis par la sémiologie musicale, Nattier-Molino, et ce, dans la mesure où ces trois regards se croisent et se recoupent constamment, le choix d'un terme dans l'analyse de niveau neutre pouvant déjà impliquer une stratégie compositionnelle ou anticiper une modalité de perception. Dans le cas de notre analyse, nous pourrions prendre l'exemple du choix de l'expression son-présence que nous utilisons pour nommer ces sons finement tenus au bord de l'inaudible. Les idées de son et de présence suggèrent d'emblée un rapport à la perception du son comme phénomène lié à l'espace, ce qui crée un lien avec les prémices esthétiques du compositeur. À la différence de l'expression note tenue qui, tout en étant effectivement plus neutre, nous mettrait plutôt sur la piste d'un certain rapport à la notation ou à L'. Action instrumentale. Ce choix de terme nous semble crucial car il offre la possibilité de réunir les différents niveaux de l'analyse au sein d'un champ sémantique cohérent, d'un plan sémantique, et ce, en regard des valeurs musicales, esthétiques et philosophiques gouvernant le projet du compositeur dans son ensemble neuf. Ainsi, nous débuterons par l'établissement de bases conceptuelles en vue d'effectuer une description synoptique de la partition, chapitre 1. Ce sera le moment de déployer une cartographie chronologique de l'œuvre, à travers un prisme terminologique qui sache à la fois décrire et évoquer. Plus précisément, nous procéderons à une description des matériaux et événements sonores de l'œuvre. Postulat concret et postulat théorique, 10, qui sera intrinsèquement lié aux ordres supérieurs d'organisation, modèles heuristiques, 11 et d'interprétation, évaluation contextuelle. Nous franchirons ensuite le seuil de l'atelier du compositeur, pour une étude approfondie de ces techniques compositionnelles dans le cadre de ce No et Caminos. C'est à partir d'analyses détaillées de la partition que ce second chapitre nous permettra de dégager les attitudes de Luigi Nono, quant aux différents aspects de la technique musicale. Une heuristique compositionnelle qui se donne ainsi comme programme d'ajouter aux éléments de méthode un certain nombre de considérations plus générales, de l'ordre des normes, valeurs, voire des sources d'inspiration ayant pu sinon intervenir dans le travail de l'artiste, du moins agir comme point de référence éclairant pour l'analyse. Finalement, notre troisième chapitre montrera comme tous les aspects de l'œuvre contribuent à l'actualisation de cette expérience singulière unissant son, espace et écoute, et comment ce projet spécifique se situe dans la démarche du compositeur. Nous verrons comment l'analyse des différents postulats concrets et théoriques, ainsi que l'étude des modèles heuristiques, nous fournissent les bases nécessaires à la formulation d'une synthèse permettant de mieux cerner la proposition esthétique de Luigi Nono, et de la contextualiser dans le monde des idées philosophiques de son temps. Avant de fouler les tracés et chemins de ce mémoire, nous désirons mentionner que c'est à titre de compositeur que nous abordons l'analyse musicale. Ce sera donc avec un regard intéressé que nous tenterons d'atteindre au cœur de l'œuvre, et bien qu'avertis de la nécessité d'un certain détachement, nous ne pouvons échapper au fait que l'analyse représente pour nous un fantastique outil de formation et de développement, s'inscrivant comme l'un des moteurs essentiels de notre propre démarche artistique 12. Ceci étant dit, il va de soi qu'à l'instar de notre lecteur, nous avons tout à gagner de l'usage de la plus grande rigueur, et c'est fort de ce constat que l'invite est lancé. Chapitre 1 – Analyse synoptique. 1. Méthodologie. À la suite de Antoniolais et de son exposé sur la matrice disciplinaire, nous utiliserons les termes généralisation symbolique, postulat concret, dérivation et unité d'articulation du discours. Dans la nomenclature du musicologue, un postulat concret représente une unité d'articulation spécifique du discours musical, et désigne également une classe d'unité d'articulation dans laquelle s'insèrent toutes les dérivations du postulat de référence. Dans une même œuvre, nous retrouverons habituellement plusieurs postulats concrets ayant chacun leur dérivation, 13. Pour arriver à une description synoptique de l'œuvre, nous avons adapté ces concepts de la manière suivante. Une unité d'articulation du discours désignera le regroupement d'un ou de plusieurs postulats concrets au sein d'un segment autonome défini par une fonction discursive spécifique. L'unité d'articulation agit ainsi au niveau de la segmentation et de la perception. Le postulat concret concernera quant à lui la mise en temps de matériaux hors temps que l'on nommera généralisation symbolique.
Lorsqu'une généralisation symbolique se retrouve dans la partition en temps, elle participe à la structuration de l'écoute, elle devient donc une unité structurelle de base, USB. À cette grille, nous avons annexé un niveau formel supérieur sous l'appellation d'ilots formel, IF. Les îlots formels délimitent les grandes sections de l'œuvre, tout en s'organisant selon différentes approches de la texture sonore. En résumé, sous forme hiérarchique du plus englobant au plus particulier. Voyons maintenant comment ces catégories conceptuelles opèrent plus précisément dans le contexte de Nos et Caminos, et que Caminar. Andrei Tarkovsky, 14. Un îlot formel, IF. Section englobant un ou plusieurs segments décrivant un geste particulier et significatif dans le parcours de l'œuvre. Les IF sont circonscrits par les doubles barres de mesure que le compositeur a lui-même utilisées pour subdiviser la partition. Ils représentent des territoires, dont les frontières ne sont toutefois pas nécessairement évidentes à l'écoute. En ce sens, ils n'ont pas la fonction d'articulation du discours, voire UAD, mais plutôt celle d'organiser la texture spécifique des différents événements qui se succèdent. Les IF s'apparentent aux postulats théoriques, puisqu'ils désignent des modèles texturaux motivant l'organisation des segments et strates du discours. Le terme îlot formel est inspiré du travail même de Nono dans le contexte du Prométhéo où l'œuvre se divise en isoles, îles. De plus, les idées d'îles et d'archipel renforcent celles de parcours, l'auditeur étant métaphoriquement placé sur le mode de l'errance comme s'il se promenait d'un îlot à l'autre, naviguant d'un épisode à l'autre. Dans notre travail, nous avons catégorisé les IF selon différentes approches de la texture s'échelonnant sur un axe allant du continu, profilage d'un événement, au discontinu, succession d'événements autonomes sous forme de montage, en passant par le collage et la figure. Îlot profilage. Dans cette catégorie entre les situations unifiées par un seul grand geste, et où tout participe au profilage d'une idée plus ou moins stratifiée. L'exemple d'un îlot formel essentiellement constitué du déplacement d'une unité structurelle de base, USB, répondrait bien aux exigences de ce modèle, confère. IFI MM 1 à 5, déplacement de l'USB son présence fixe itération brève plus num microtonal au cori 3, 4, 6, 5, 15. Pour cet exemple, on peut se référer à l'annexe 1, exemple 1. Îlot collage. Les îlots formels sous forme de collage impliquent l'agencement d'idées différentes, mais organisées de telle manière qu'on ne pourrait les séparer. Il y a donc formation d'un tout amalgamé, dans la mesure où à l'intérieur d'un même IF on pourrait passer d'une situation à l'autre sans séparation de silence ou quelque transition que ce soit, tout en entretenant un lien de continuité évident, confère. IF 2, MM 6 à 18, où l'on voit se succéder trois unités d'articulation du discours distinctes, progression spatiale, MM 6 à 11, spatialisation dissociation, MM 11 à 13, et spatialisation postulat dramatique, MM 16 à 18. Îlot montage. Lorsque nous assistons à la succession de moments autonomes et bien délimités, nous parlerons d'un îlot organisé sur le mode du montage. À la différence du collage, le montage suppose des limites clairement définies aux segments réunis, confère. IF VI. MM 41 à 53, où il y a succession des segments autonomes stratification, MM 41 à 44, déplacement, MM 45 à 46 et postulat dramatique, MM 47 à 53. Îlot figure. Une certaine hiérarchie perceptive. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.